Bonjour et bienvenue dans le chapitre 6 de votre livre sur la cohésion de la matière. Dans ce chapitre, nous allons voir comment les interactions électrostatiques, c'est-à-dire les forces de nature électrique, assurent la cohésion des solides. Nous aborderons dans un second temps la dissolution des solutés ioniques dans l'eau. Nous verrons comment extraire un soluté d'un solvant à l'aide d'un solvant extracteur bien choisi. Et nous terminerons par les savons qui ont des propriétés bien particulières pour nettoyer et piéger les corps gras non solubles dans l'eau. Premièrement, cohésion d'un solide. Dans un solide ionique tel que le chlorure de sodium, les cations et les anions sont régulièrement disposés dans l'espace et forment un cristal. Dans ce cristal, les cations qui sont chargés positivement sont entourés d'anions qui eux sont chargés négativement, et les anions sont entourés de cations. Ce sont des forces électrostatiques attractives qui assurent cette organisation. On rappelle que deux charges de signe opposés s'attirent, alors que deux charges de même signe se repoussent. Dans un solide moléculaire constitué de molécules électriquement neutres, ce sont encore des interactions ou forces électrostatiques qui expliquent la cohésion des entités. Mais il en existe différents types selon leur intensité. Les interactions de Van der Waals sont toujours présentes, mais il peut aussi parfois exister des liaisons hydrogènes plus intenses. Les interactions de Van der Waals résultent d'interactions électrostatiques attractives entre les atomes ou les molécules. Par exemple, deux atomes qui sont suffisamment éloignés l'un de l'autre n'interagissent pas. Mais s'ils sont assez proches l'un de l'autre, le nuage électronique de l'un qui est chargé négativement peut être attiré par le noyau de l'autre atome qui est chargé positivement. C'est ce type d'interaction entre nuage électronique et noyau qui peut assurer la cohésion d'un cristal atomique ou moléculaire. Les liaisons hydrogènes ont lieu entre des molécules qui possèdent un atome d'hydrogène lié à un atome très électronégatif tel que l'oxygène, l'azote ou le fluor, et cet atome d'hydrogène va alors interagir avec un atome d'une autre molécule porteur d'un doublet non liant, là encore de l'oxygène, de l'azote ou du fluor. Donc, par exemple, dans la glace, les molécules d'eau sont liées entre elles par des liaisons hydrogènes. L'atome d'hydrogène de la molécule d'eau porte une charge partielle delta+, car l'oxygène est plus électronégatif que lui. Cet atome d'hydrogène va être attiré par un doublet non liant d'un atome d'oxygène d'une autre molécule d'eau, et chaque molécule d'eau peut ainsi attirer autour d'elle 4 autres molécules d'eau et se lier par des liaisons hydrogènes. Deuxièmement, solubilité d'une espèce chimique. Alors pourquoi l'huile ne se dissout pas dans l'eau alors que le sel, le sucre ou l'alcool se dissolvent très bien? L'eau est un solvant polaire, constitué de molécules polaires, et l'huile est une molécule apolaire. Un soluté apolaire, comme l'huile, est repoussé par les molécules polaires d'eau. En revanche, un soluté ionique ou polaire, comme le sel, le sucre, l'alcool, interagissent fortement avec l'eau, il s'établit beaucoup d'interactions électriques attractives. On retiendra qu'un soluté ionique ou polaire est soluble dans un solvant polaire, constitué de molécules polaires, et un soluté apolaire est soluble dans un solvant apolaire, et donc constitué de molécules apolaires. En résumé, en anglais, likes dissolves likes. Autrement dit, en français, ce qui se ressemble s'assemble. Lors de la dissolution d'un solide ionique dans l'eau, il existe 3 étapes. D'abord, les molécules d'eau, au contact du cristal, viennent affaiblir les liaisons ioniques, si bien que les ions se dissocient du cristal et se séparent ainsi les uns des autres, c'est l'étape de dissociation. Ensuite, chaque ion interagit électriquement avec des molécules d'eau et s'entoure d'un bouclier de molécules d'eau, empêchant ainsi les ions d'interagir entre eux. C'est l'étape de solvatation ou hydratation. Et enfin, sous l'effet de l'agitation, les ions se dispersent en solution. La dissolution d'un solide ionique dans l'eau est modélisée par une équation de réaction, de dissolution, qui doit respecter la conservation des éléments et des charges électriques.
Par exemple, le sulfate de potassium, K2SO4, est un solide ionique. Il est constitué d'ions potassium et d'ions sulfate, mais l'ensemble est électriquement neutre. Lorsqu'on le dissout dans l'eau, les ions se dissocient et s'hydratent, ce qui se traduit par la notation AC, et se dispersent. Pour un ion sulfate libéré, 2 ions potassium sont également transférés en solution, de sorte que des charges apparaissent lors de la dissolution, mais l'ensemble reste électriquement neutre. En effet, l'ion potassium porte une charge positive, 2 ions potassium, ça veut dire 2 fois la charge plus 1. Et un ion sulfate a été libéré, un ion sulfate porte la charge moins 2, 2 fois plus 1 plus moins 2 est bien égal à 0, comme pour le soluté qui était électriquement neutre. On remarquera également la conservation des éléments potassium, donc l'élément potassium présent 2 fois, conservation aussi des éléments soufre et oxygène, le soufre présent 1 fois et également 1 fois, l'oxygène 4 fois au départ et 4 fois après la dissolution. En ce qui concerne les concentrations, on distinguera la concentration qui a été apportée en soluté et qu'on va noter avec la lettre C, des concentrations des ions qui sont effectivement présents après dissolution, qu'on notera entre crochets et qu'on appellera concentration réelle ou concentration effective. La concentration en quantité de matière d'une espèce X dissoute est égale au quotient de la quantité de matière de cette espèce par le volume de solution. La concentration de l'ion X en mol par litre est égale au rapport de la quantité de matière de cet ion en mol par le volume de solution en litres. Si on reprend l'exemple de la dissolution du sulfate de potassium dans l'eau, avec son équation de dissolution et un tableau d'avancement, si on introduit au départ une quantité N0 de soluté, alors la concentration apportée en soluté s'écrit C est égal à N0 divisé par le volume de solution, et après dissociation, solvatation et dispersion, la quantité N0 de soluté fait apparaître une quantité d'ion potassium qui est égale à 2 fois la quantité initiale de soluté, parce qu'il y a un nombre stoichiométrique de 2 devant l'ion potassium, et pour l'ion sulfate, une quantité N0 d'ion sulfate qui apparaît. Donc cela signifie que la concentration en ion sulfate en solution sera de N0 sur V de solution, donc elle sera égale à la concentration apportée, alors que la concentration en ion potassium sera égale à 2 fois N0 divisé par le volume de solution, c'est-à-dire 2 fois la concentration apportée. On voit ainsi qu'on peut relier les concentrations des ions à la concentration apportée C en soluté à l'aide de l'équation de dissolution et des coefficients stoichiométriques placés devant les espèces. K+ est égal à 2 fois la concentration apportée C et SO4 est égal à 1 fois la concentration apportée en soluté C. Troisièmement, extraction par solvant d'une espèce en solution ou extraction liquide-liquide. Pour extraire une espèce chimique qui est présente dans un premier solvant qui est noté S1, par exemple ici c'est de l'eau, on peut utiliser un autre solvant noté S2. On place l'ensemble dans une ampoule à décanter. On les mélange bien en prenant soin de dégazer à intervalles réguliers car des gaz se forment lors du passage de l'espèce à extraire du premier solvant au deuxième solvant. On laisse ensuite décanter quelques instants afin de bien séparer les deux phases ou les deux solvants qui sont non miscibles. On sépare ensuite les deux liquides à l'aide d'un bécher en ouvrant le robinet. Ici, c'est la phase la moins dense que l'on souhaite conserver. Elle est constituée du solvant S2 qui a dissous l'espèce à extraire. La phase du dessous est donc à éliminer. Elle contient le premier solvant, donc l'eau, dans cet exemple, dont on a extrait l'espèce recherchée.
On constate que pour réaliser cette expérience, le solvant S2 doit posséder quelques propriétés. D'abord, il doit très bien dissoudre l'espèce à extraire, puisque cette espèce doit être plus soluble dans S2 que dans S1. Ensuite, le solvant S2 ne doit pas être miscible à S1. Il forme deux phases. Cela va permettre de les séparer. Et enfin, le solvant S2 ne doit pas être dangereux pour la santé et l'environnement. Alors, les savons sont constitués d'une longue chaîne carbonée reliée à des atomes d'hydrogène, si bien que cette partie de la molécule est apolaire. En effet, les liaisons entre les atomes de carbone ne sont pas polarisées, il n'y a pas de différence d'électronégativité entre deux atomes de carbone, et les liaisons entre carbone et hydrogène sont également très peu polarisées, car la différence d'électronégativité entre carbone et hydrogène est très faible. Cette longue chaîne carbonée est donc hydrophobe. Elle est très peu soluble dans l'eau car apolaire, et l'eau est un solvant polaire. En revanche, cette partie de la molécule de savon est lipophile, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir interagir et dissoudre les corps gras qui sont, eux, des molécules apolaires. On remarque que la molécule de savon contient également une tête ionique qui, elle, est très soluble dans l'eau et donc hydrophile, si bien que les molécules de savon sont dites amphiphiles, car elles sont constituées d'une extrémité qui est hydrophile et d'une autre extrémité qui est lipophile. Les savons permettent ainsi de solubiliser deux phases non miscibles. Ce sont des composés dits tensioactifs qui vont permettre d'éliminer des corps gras dans l'eau.